Alors, on commence tout de suite avec un plateau spécial ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des projets à foison, mais quel avenir? Les négociations ont repris aujourd'hui avec l'État, dans un contexte extrêmement tendu. Des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se sont rendus à la préfecture. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, avait fait le déplacement. La situation est pour l'instant très fermée. Le gouvernement laisse jusqu'au 23 avril aux habitants de la ZAD pour se régulariser. Alors, pour en parler, nous avons 3 personnes qui nous font le plaisir de venir discuter ici. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir Sarah. Sarah, bonsoir. Vous êtes habitante de la ZAD, vous êtes éleveuse de brebis à la ferme des Sans-Noms, cette ferme qui a été démolie par les gendarmes la semaine dernière. On va en reparler très rapidement. Et nous sommes également en compagnie de Laurent Pinatel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Et nous serons rejoints un petit peu plus tard par José Bové, qui sera en direct, mais depuis Strasbourg. Alors, commençons tout de suite par l'actualité des négociations, puisque une longue réunion s'est tenue tout aujourd'hui à la préfecture du département de Loire-Atlantique. Cette réunion, très attendue, se tient alors qu'il y a 10 jours, très exactement, l'État expulsait et détruisait la ferme des Sans-Noms sur la ZAD. On regarde tout de suite quelques images de cette expulsion. Et du coup, je reprends. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Non, moi je vous le dis, ça va être la révolution. Ça va pas se passer comme ça. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire un truc comme ça. C'est pas possible. On est trop soutenus. Vous pourrez pas, vous pouvez pas. Moi je suis habitant ici depuis 5 ans, vous voyez. Moi ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici. Vous n'allez pas nous dégager comme ça. Non, non, vous n'avez pas. Alors Sarah, vous habitiez au Sans-Noms. Ce qu'on ne voit pas sur ces images d'expulsion, c'est que quelques heures plus tard, la maison collective et la bergerie ont été détruites par les gendarmes. Est-ce que c'est difficile de se remettre à discuter avec l'État après qu'il a détruit votre maison et votre bergerie ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les Sans-Noms, bien sûr, qui ont été détruits pendant cette semaine. Il y a 28 lieux d'habitation, donc presque un tiers des lieux d'habitation, aussi des lieux collectifs qui ont été détruits. On a des centaines de blessés, avec un ensemble de bavures, comme on en a rarement autant vu à la fois. Voilà, des tirs tendus de flashballs, tout un tas d'éclats de grenades. En fait, on est passé à côté d'avoir des morts des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, c'est pas grâce aux gendarmes qu'il n'y a pas de mort, c'est parce qu'on a été hyper attentionnés, parce qu'on a l'expérience de Rémi Fraisse. On sait que c'est avec une grenade de désencerclement dans son cou, coincé derrière son sac à dos, qu'il a été tué. Et on a eu plein de situations avec des gens qui, en fait, se sont retrouvés avec des grenades de désencerclement dans la capuche, mais une espèce d'attention collective à vite les sortir, à vite les enlever des sacs à dos. Mais clairement, il faut se rendre compte que là, ce qu'on a subi, c'est une occupation militaire avec des chars d'assaut, avec des quantités de lacrymos et de bombes en tout genre, des flashballs, des choses, des tirs tendus, mais absolument ignobles. Et on a clairement des centaines de blessés. Donc on est encore sous le choc, clairement. On a beaucoup discuté sur l'idée de revenir discuter avec le gouvernement. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui nous a été aisé à définir ensemble. On a passé des heures de réunion pour essayer de renouer ce dialogue-là. Et du coup, on a l'impression que il faut qu'on multiplie les façons d'essayer de stopper cette répression complètement aveugle,
qui nie la dimension populaire du mouvement qu'on a construit autour de la ZAD et de son avenir, et qui nie en fait, et qui construit quelque chose de complètement artificiel sur qui sont les zadistes, qui fait croire qu'il y en a qui voudraient en découdre, d'autres qui seraient les gentils pacifistes comme au son nom, etc. En réalité, on est réellement tous ensemble, on a l'habitude de partager ces moments ensemble. La violence aujourd'hui, elle est du côté des policiers, elle n'est pas du côté des gens qui essayent de résister. Vous voyez, c'est David contre Goliath, ce qu'on traverse, donc il ne faut pas inverser complètement les choses. Et donc, on a décidé de revenir discuter parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des morts la semaine prochaine, et pourtant, on sent bien qu'eux, ils sont en train de construire une opération médiatique pour que ce soit rendu acceptable par l'opinion publique. Et clairement, si la semaine prochaine, ils reviennent et qu'il y a des morts, moi, je suis convaincue que ce ne sera pas un accident. On peut parler d'homicide parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé, toutes les morts qu'on a évitées cette semaine. Et s'ils reviennent la semaine prochaine, en plus, avec la campagne médiatique pour armer encore davantage les gendarmes, il n'y a aucun doute, ça va être dramatique, l'issue de cette situation. Alors, on va revenir un petit peu plus tard dans cette soirée sur cette question des violences policières sur la ZAD depuis ces derniers jours. L'État, aujourd'hui, le dit de manière extrêmement ferme, et l'a redit tout à l'heure par la voix de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. L'État vous dit, vous devez vous régulariser. Vous, à ce stade, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Alors, nous, clairement, on a mis en place tout un ensemble de démarches pour essayer de se régulariser. Donc, il faut savoir que le projet d'aéroport, il est arrêté depuis à peine 2 mois. On a monté un ensemble de statuts associatifs. On a demandé un rendez-vous collectif à la MSA. Donc, on a bien l'envie de donner des noms, en fait. C'est un artifice. Voilà, la MSA, la mutuelle agricole. C'est un artifice que de dire qu'on refuse de donner des noms. Nous, ce qu'on veut, on est tout à fait d'accord pour donner des noms. Mais ce qu'on veut, c'est que l'État puisse reconnaître que le projet qu'on a, c'est un projet avec une dimension collective qui intègre à la fois tout un ensemble d'activités agricoles, des installations individuelles formelles avec une vocation économique, tout un tas de tissus associatifs avec une agriculture plutôt vivrière et tournée vers les solidarités, et puis des activités artisanales, des gens qui sont aussi impliqués sur des questions sociales. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, c'est marche ou crève. Donc, il y a un ensemble de gens qui se retrouvent sur le carreau, qui sont exclus systématiquement. À la ZAD, ils ont trouvé aussi un refuge, et ces gens-là, ils sont avec nous, et on a envie d'en prendre soin, on a envie de continuer à les accompagner et de leur donner une place sociale concrète. Et on ne voit pas le sens de vouloir faire ce tri, etc. Parce que d'abord, on est ensemble, et cette espèce de scission, elle n'est même pas si nette que ce qu'ils veulent bien inventer. Entre les gentils et les méchants, entre les ceux qui ont un projet, ceux qui n'en ont pas. Moi, je serais bien incapable de faire ce tri alors que j'habite là depuis des années. Et en plus de ça, vous voyez, ces gens-là, ils existent en fait, et il y en a de plus en plus. Donc faire semblant qu'on va pouvoir balayer toute une partie, toute une frange de la population pour garder que les gens qui auraient l'air plus propres et compagnie, c'est une aberration. Il faut d'abord résoudre les problématiques sociales avant de vouloir juste faire invisibiliser et continuer d'exclure toujours les personnes qui sont exclues ailleurs, quoi. Alors, c'est important ce que vous venez de dire, Sarah, parce que vous venez de dire on est d'accord pour donner des noms. Donc le mouvement d'occupation de la ZAD est d'accord pour donner des noms de personnes, ce qui est lié à des projets sur la ZAD, ce qui est la première exigence que vous formule aujourd'hui l'État, qui a été répétée encore aujourd'hui. Donc à cette demande, vous dites nous on est d'accord, on donne des noms. L'État vous dit par ailleurs, pourquoi pas un deuxième rendez-vous avant l'échéance du 23 avril, mais ce n'est pas la peine de venir si les fiches individuelles ne sont pas remplies. Alors les fiches individuelles, pour expliquer en 2 mots à celles et ceux qui nous regardent, ce sont des fiches qui ont été, des formulaires dits simplifiés, qui ont été préparés par la préfecture de Loire-Atlantique à destination des personnes habitant sur la ZAD, et où chacun et chacune est censé présenter son nom, son projet, agricole, et éventuellement les parcelles sur lesquelles ces projets pourraient se mettre en place. Cette réponse-là, de cette fiche simplifiée d'ici le 23 avril, ça vous paraît quelque chose de faisable à ce stade, Sarah, ou pas ? À mon sens, ce qu'on nous propose là, c'est absolument pas un dialogue, c'est un ultimatum. Voilà, on nous met un pistolet dans la tempe et on vous dit si vous signez pas ce papier, on vous extermine dans quelques jours. Moi, je trouve pas que ce soit une façon très démocratique de nouer un dialogue avec toute une frange de la population qui nous soutient notamment.
Et en plus de ça, il faut savoir que en fait, cette fiche individuelle, elle se décale complètement de la réalité de ce qu'on a inventé sur la ZAD. Donc moi, je veux bien essayer de vous expliquer à quel point, en réalité, on n'est pas sur une juxtaposition d'individus qui feraient chacun un projet dans leur coin, ou même une juxtaposition de collectifs qui feraient chacun un projet dans leur coin. On est sur une logique de commun, et comprendre et essayer de comprendre ce qu'on fait, ça demande de se pencher sur la complexité même de ce qu'est la notion de commun. Et il y a des intellectuels en ce moment qui sont à nos côtés et qui essayent aussi d'expliquer ça. Et je veux bien reprendre quelques termes de ces intellectuels-là. Ce que je vous propose, c'est, on va faire ça dans un instant, D'accord. mais j'aimerais bien entendre déjà à ce stade Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, parce que vous, des négociations avec l'État, vous en avez fait beaucoup. Comment est-ce que vous regardez les conditions d'ouverture de cette deuxième phase de négociation ? Nous, déjà, on est dans une situation de guerre sur place, quoi, de guerre voulue par l'État, et de remettre, très peu de temps après des violences policières énormes, de remettre une réunion de négociation. On a l'impression qu'on propose là aussi un nouvel ultimatum en disant, voilà, on vous a bien marché sur la tête, et puis maintenant, il faut revenir. Et eux, ils font le choix. Malgré le fait que l'État a cassé leur lieu de vie, a cassé leur projet professionnel, ils font le choix de revenir à la table de négociation. Donc, il y a une volonté de construire énorme chez ces gens-là. Il y a une volonté vraiment d'avancer et de sortir de la situation de blocage qui est imposée par l'État aujourd'hui. Donc l'État, du coup, ça ne leur suffit pas. Ils mettent un cadre très strict en disant « ça sera des projets individuels ». Mais de quel droit et comment ça se fait que sur cette zone-là, on va avoir la seule zone en France où les gens vont s'inscrire dans des projets individuels qu'il faut monter en 2 mois. Moi, je me suis installé en 1995, j'ai commencé mon projet d'installation 1 an avant. Pendant 1 an, j'ai construit mon projet d'installation, mon projet de vie. Alors là, ils ne partent pas de rien, ils sont là sur la zone depuis longtemps, mais il y a besoin de temps pour que les gens puissent s'inscrire vraiment leur projet professionnel. Et puis, il y a la négation du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui nous est insupportable. De partout, il y a des gens qui se montent en SCOP, il y a des gens qui se montent sur des structures coopératives d'exploitation en commun. Et pourquoi sur cette zone-là, on refuse cet état de fait. On refuse de reconnaître que ce qui est possible ailleurs, puisque c'est possible ailleurs d'être en SCOP, ça ne serait pas possible sur cette zone-là. C'est un peu délirant. Ou alors on a envie de morceler, de faire une mosaïque d'individus et de nier l'existence de la force collective. S'il n'y a pas d'aéroport, c'est qu'il y a une force collective énorme qui s'est dégagée de cette zone-là, entre les habitants historiques, les habitants nouveaux, les anciens paysans, les paysans nouveaux, et puis tous les soutiens qu'il y a eu. Mais c'est bien qu'il y a eu ce collectif qui s'est soudé, qui a appris à travailler ensemble. Enfin, ça en parlera beaucoup mieux que moi. Mais il y a une grande leçon de démocratie sur la ZAD. La démocratie telle qu'elle est pratiquée, moi le peu que je l'ai vue de façon extrêmement collective, c'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, l'État impose un cadre de négociation extrêmement étriqué, extrêmement... Voilà, enfin, quand on voit en plus que c'est Nicolas Hulot qui fait le sale boulot, là, aujourd'hui, d'aller à Nantes en disant, OK, bon, ben, il y a un cadre, et puis si vous n'êtes pas content, on va vous marcher encore une fois sur la tête. Enfin, c'est juste insupportable. Clairement, vous, aujourd'hui, Laurent Pinatel, vous dites que la manière dont l'État réouvre cette négociation vous paraît pas acceptable, elle vous paraît trop contraignante, trop dure. Vous les appelez quoi ? Plus de c'est pas plus de acceptable. souplesse ? Nous, voilà, on appelle, déjà, la première chose, c'est de faire baisser la pression sur la zone. Il y a effectivement, Sarah l'a dit à plusieurs reprises, ça va vraiment mal finir, quoi. Il va y avoir un mort au final, ou des morts. Donc il faut baisser la pression, il faut que les gendarmes présents, les militaires présents sur le site arrêtent de tirer des grenades à tout bout de champ. Enfin, ça c'est quelque chose, c'est la première chose. Il faut faire baisser la pression de la violence, et on sait très bien que la violence, elle est partie des forces de police, et la pression qui baisse doit partir là aussi des forces de police. C'est effectivement, il y a eu une escalade de la violence des deux côtés, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué, des gens qui se sont défendus. On a un niveau de violence sur cette zone-là qu'il faut faire baisser, et il faut absolument que ce soit l'État qui fasse baisser cette violence pour préserver l'intégrité physique de tout le monde. Ça, c'est la première chose. L'État lui-même dit, on est en défensive, on est en défense, les gendarmes se font attaquer, Peut-être qu'ils sont en défense, mais ça a été eux les agresseurs, et ils ont réellement agressé des gens. Il n'y a eu aucune concertation sur ce qui s'est passé. Il y a eu un dérapage, évidemment, il y a eu un dérapage quand l'État est rentré sur la ferme des Sans-Noms. On était plusieurs, José pourra en parler tout à l'heure, à interpeller le gouvernement, à essayer de faire marcher nos réseaux pour dire, mais là, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Vous attaquez des lieux, là vous avez atteint un point de non-retour. Et bien malgré ça, ils ont continué. Sarah l'a très bien dit, il y a les Sans-Noms, c'est le plus emblématique, mais il y en a eu plein d'autres. Ça a continué. Aujourd'hui, on met tout le monde autour de la table de négociation. Ils font un effort monstrueux. Moi, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'aller m'asseoir à la table de ceux qui agressent.
Ils y sont allés et on leur a dit, en fait, le cadre n'a pas bougé, quoi. On a fait plein de conneries, on a bousillé toutes vos vies, mais en fait, non, il faut quand même rentrer dans ce cadre-là. Et sous-entendu, si vous ne rentrez pas, on recommence la semaine prochaine. Mais c'est pas acceptable. On est aujourd'hui dans une négociation. Dans une négociation, il y a forcément des allers-retours, il y a forcément des gens qui vont lâcher du lest. Eux, ils en ont lâché, puisqu'ils disent, enfin Sarah l'a dit clairement tout à l'heure, nous, on est prêt à donner nos noms, on est prêt à s'inscrire dans une démarche collective avec nos noms à identifier. Bon, ben voilà, mais que l'État joue le jeu aussi, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire deux mots, parce qu'on parle beaucoup des sans-noms depuis tout à l'heure, et puis c'est du coup cette petite ferme, malgré tout, toute petite ferme collective a acquis une notoriété nationale en l'espace de quelques jours pour les tristes conditions qu'on a décrites. On va voir quelques photos des sans-noms avant, des sans-noms encore debout pendant que nous parlons. Sarah, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, qu'est-ce que vous défendez, pourquoi vous étiez présente et présent avec vos camarades sur la ZAD, quel était le projet des sans-noms et pourquoi est-ce que vous étiez là ? Donc les Sans-Noms, c'est un collectif qui s'est créé lors des expulsions en 2012, des gens qui se sont rencontrés à la Châtaigne, qui venaient pour la plupart pour la première fois sur la ZAD et qui sont tombés amoureux de ce qui se tentait ici. Du coup, ils ont créé ce lieu. Aujourd'hui, on est 8 habitants au Sans-Nom, avec certains qui ont des projets agricoles, d'autres qui sont investis dans tout un tas d'autres activités. Donc, pour vous donner un exemple, on a un forestier qui fait partie du collectif Abracadabois, qui gère les espaces boisés de la forêt et qui fait aussi des semences paysannes. On a une potière qui fait aussi de la soudure, qui est aussi en formation de fumisterie actuellement. On a 2 personnes qui sont investies dans le groupe qui produit des céréales, dont un qui par ailleurs est boulanger pour la boulangerie collective, un autre qui vend des galettes en AMAP, qui a un statut d'auto-entrepreneur, qui a envie de s'installer officiellement en tant qu'agriculteur, mais qui n'a pas pu déclarer des terres étant donné le contexte avec le projet d'aéroport, et qui veut aussi s'installer en brebis allaitantes. En brebis laitière, pardon. On a voilà, tout un tas d'activités comme ça qui sont menées par chacun d'entre nous. On est investi à la fois à l'échelle de notre collectif, où on a un jardin vivrier, où on a une autonomie énergétique et où on prend du temps pour aussi vivre ensemble et prendre soin des uns des autres. Et puis il y avait aussi sur cette ferme un projet d'élevage allaitant avec aujourd'hui une vingtaine de brebis. L'ambition, avec l'abandon du projet d'aéroport, de déployer pleinement ce projet-là en ayant 80 brebis. C'est un projet qui est mené pas seulement par des habitants des Sans-Noms, qui est mené par 7 personnes. Donc on est 2 des Sans-Noms à s'occuper de ce troupeau. Les autres habitent dans tout un tas d'autres lieux et en réalité, il faut imaginer que l'ensemble des personnes qui habitent la ZAD sont sur ce type d'implication-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espèce de découpage avec des parcelles données, une activité donnée, éventuellement juste un collectif donné. On est dans un entremêlement de tout ce qui se fait, de tout un tas d'activités et on ne peut pas aussi simplement découper les choses que ce qu'ils inventent. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une vraie pratique de la logique de commun et je pense que c'est ce qui est particulièrement inédit au niveau du territoire national dans ce qui s'invente sur la ZAD, c'est-à-dire que à la logique d'échange, nous, on préfère une logique de partage. Clairement. À la logique de droit exclusif, nous, on est dans la défense d'une logique d'inclusivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, voilà, il y a une parcelle donnée, c'est pour l'activité d'un éleveur laitier, un point, c'est tout. On va se poser la question de, bah tiens, il y a ce collectif-là qui a envie d'avoir sa cabane dans ce coin de la parcelle avec un petit potager vivrier. Il y a un groupe qui a besoin de mettre quelques arbres fruitiers parce qu'ils sont en train de déployer une activité de verger plus largement. Il y a un autre groupe qui pâture avec des animaux ou éventuellement une personne avec un projet individuel, formel, qui pâture avec des animaux. Et vous voyez, la superposition des usages, elle est comme ça partout. Et en plus de ça, on a aussi une logique de penser les rotations des cultures tous ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si je prenais un exemple de parcelle, une année, on casse une prairie. L'année suivante, on va semer du blé pour la boulangerie des Fosses Noires, puis il y aura peut-être une partie du blé qui ira aussi pour une personne qui a un projet, qui est installée en tant que paysan boulanger individuellement à des fins économiques. Le blé, il est partagé, la farine, elle est faite ensemble, chacun repart avec une part, etc. L'année d'après, on va semer, par exemple, des céréales pour de l'élevage. Bah, cette année-là, ça va être, par exemple, seulement pour Willem, avec son projet de vache laitière. Et l'année suivante, qu'est-ce qui se passe? L'année suivante, on fait un champ de patates collectif. Ce champ de patates, ces patates-là, elles vont servir à nourrir toute la ZAD grâce au non-marché. Elles vont servir aussi à soutenir des solidarités. Et puis
Et puis on va réinstaller une prairie, et puis quand la prairie sera réinstallée, elle sera susceptible, en fonction de son emplacement géographique, de servir à tel ou tel projet d'élevage, individuel ou collectif. Puis il y a même des situations où il y a des parcelles, une fois c'est les vaches qui passent, une fois c'est les moutons. En fait, on n'est pas complètement à découper le territoire comme ça, on est sans arrêt en train de penser une superposition de nos usages et une rotation à court terme, à moyen terme, à long terme, et en fait, on ne voit pas le sens de nous imposer un modèle qui nous accompagnerait vers de la propriété privée, qui nous accompagnerait vers un tri systématique entre des projets économiquement viables et des projets qui sont sur tout un tas d'autres critères qui répondent à des vrais enjeux de société que juste dégager un revenu pour un individu. Voilà, nous on a clairement un projet qui incarne la notion même de commun. Et c'est bien pour ça qu'on a un soutien aussi fort. C'est que ce qu'on invente ici, c'est une source d'espoir, c'est inédit, ça répond aux enjeux de société. C'est clairement anticapitaliste, parce que oui, la propriété privée, c'est le bras armé du capitalisme. Et nous, on considère qu'on n'a pas envie de passer par là. Alors, on espère que peut-être des personnes de l'Élysée écoutent ce que vous êtes en train d'expliquer, Sarah, parce que la ZAD, vue par Emmanuel Macron, telle qu'il l'a décrite dimanche dernier lors de son entretien, c'est pas du tout ça. On en écoute un extrait. Nous avons, à l'issue de la période hivernale, comme nous nous y étions engagés, et Beauvais, on l'a rétabli l'ordre républicain, c'est-à-dire dégager la départementale. Non mais attendez, dégager la départementale et toute une partie autour de celle-ci où il n'y avait aucun projet réel et uniquement des occupations illégales du domaine public. Donc, bon, occupation illégale du domaine public, ça, c'est pas complètement faux, puisque la ZAD occupait un espace public en la squattant. Par contre, aucun projet. Là, à vous entendre, il y a vraiment c'est un mensonge. Oui, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui ont notamment vu des vidéos sur la ferme des Sans-Noms. Ça fait des mois que nous, on présente notre projet. La semaine avant les expulsions, on était encore en train de présenter notre projet avec le troupeau de brebis à des cigales dans l'agglomération nantaise. Enfin, les projets, ils existent. Et en réalité, vous voyez, on a quand même été freinés pendant toute la période de lutte contre le projet d'aéroport, parce qu'on n'investit pas fortement quand on a une menace d'expulsion et de bétonnage imminente tout le temps. Et clairement, avec l'abandon du projet d'aéroport, ça a été aussi une source d'espoir pour nous de se dire, allez, c'est parti, on va les déployer, nos projets. Il s'est passé 2 mois entre-temps. Mais en 2 mois, il n'y a personne qui va aussi vite que ce qu'on a réussi à faire. Nous, on est là, on est déjà en train de chercher des financements pour agrandir les troupeaux, on est en train de monter tout un tas de statuts, on fait des réunions pour se fédérer en coopératif, parce que pour essayer de trouver une manière d'incarner avec un cadre légal ce qu'on a inventé, qui est un peu inédit. Et du coup, c'est assez incompréhensible la réalité de leur regard qui porte sur ce qu'on fait sur ce territoire, alors qu'en réalité, ils sont tout à fait au courant. Donc, il y a un discours politique qui vise en fait à casser la force collective. Je pense qu'on n'est pas dupe, on voit bien que c'est la politique du gouvernement actuel, d'essayer d'isoler le plus possible les gens pour leur faire avaler des couleuvres. Et je pense que ce qu'on incarne comme espoir et comme notion de commun, de partage, etc., c'est pas quelque chose qui semble tout à fait acceptable par le gouvernement. Laurent Pinatel, toutes les pratiques que décrit très bien en détail Sarah, de partage, de travail collectif sur la ZAD, est-ce que ça correspond au modèle paysan, au modèle d'agriculture que vous voyez se développer aujourd'hui par ailleurs en France? Moi, quand j'écoute Sarah, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, on a un ministre de l'Agriculture là, qui est resté 5 ans, Stéphane Le Foll, qui nous a parlé d'agroécologie pendant 5 ans, c'est-à-dire remettre des rotations, multiplier la mixité des fermes avec potentiellement de l'agroforesterie. Enfin, j'ai l'impression, je ne dis pas que tu as dit que j'ai senti Le Foll à travers toi, mais il y a quand même quelque chose qui colle complètement à la réalité. C'est en phase avec le discours d'un ancien ministre. Le Foll qui a déclaré ce matin, mais pourquoi ils n'utilisent pas le cadre des GI2E? Donc, Le Foll, ancien ministre de la République, dit quand même, bah oui, en gros, collectivement, laissez-les faire des trucs. Donc c'est quand même pas rien. Est-ce que ça colle avec ce qu'on voit? Voilà, nous, la Confédération paysanne, elle est riche de sa diversité. Il y a plein de gens qui sont dans des systèmes extrêmement classiques, de production laitière, de production à viande en filière. Et puis il y a plein de gens qui s'installent. Moi, hier, j'étais dans mon 24e département depuis début janvier. Il y a plein d'ébullitions d'idées dans les campagnes, de gens qui s'installent, qui partagent le foncier, qui mutualisent. Tu parlais d'avoir du blé pour aller un jour vers l'élevage, un jour vers
vers la boulange. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a des gens qui font des échanges de paille contre du fumier, des échanges qui font de la luzerne contre de la paille. Enfin, il y a plein de mutualisations qui existent et qui sont tolérées. Pourquoi eux, on ne tolère pas? Donc il y a quand même j'ai l'impression qu'ils sont quelque part 10 ans trop tôt, quoi. Ils sont en avance sur leur temps dans ce qu'ils proposent, tout en étant, là aussi, hein, il y a des gens qui sont dans des systèmes qui reproduisent plutôt, enfin, tu parlais de Willem tout à l'heure, qui est dans un système laitier qui ressemble à celui que j'ai moi sur ma ferme. Qui est un des fermiers de la ZAD. Voilà, après, pour ce qui est de l'usage collectif, nous, sur notre ferme, moi je suis associé avec ma sœur, on est locataire pour 20 de nos hectares de la commune. Donc c'est bien preuve que la propriété, elle n'est pas exclusivement dans un curseur, il faut que les paysans soient propriétaires. Enfin, il faut arrêter que cette histoire de la propriété, puisque en fait, comment ça se fait la propriété? On achète le terrain, donc on emprunte, on paye des emprunts, et après la génération qui va venir derrière nous va le réemprunter. Enfin, on fait marcher le système financier au détriment du revenu des paysans. Nous, à la Confédération paysanne, on se dit que s'il y a des gens, des collectivités, par exemple, qui peuvent acquérir le foncier et le mettre à disposition via location, via des baux, à des gens qui ont envie de porter des projets économiques, c'est intéressant. Et dernier point, l'autre jour, Macron, quand il a annoncé un peu la pause toute relative dans les opérations militaires sur la ZAD, il a fait le choix d'aller dans l'Orne. Il a fait le choix d'aller dans l'Orne parce qu'il lui semble quand même qu'il faut parler ruralité, que c'est quelque chose sur lequel il est peut-être un peu moins bon. Oui, il est carrément même mauvais, puisqu'on voit bien que la gestion du cas de la ZAD, c'est la négation de la ruralité. Parce que la ruralité, c'est quoi? C'est effectivement des paysans et des paysannes qui ont une activité économique, qui créent de la richesse sur un lieu, qui vivent, qui créent leur propre emploi. Mais c'est aussi s'inscrire dans un contexte global où il y a des artisans, où il y a des gens qui vont faire peut-être que du commerce, d'acheter des produits pour les revendre. C'est peut-être aussi des gens qui vont apporter une animation culturelle sur un lieu. Donc c'est quelque part tout ce qui se passe là-bas. La vie rurale, telle qu'elle se délite un peu de partout et que tout le monde le déplore, cette espèce de lien qui se passe entre plusieurs corps de métier, c'est ce qui se passe sur la ZAD. Donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre en compte que la ruralité, elle vit là-bas, qu'il y a de l'emploi qui est créé, on ne peut pas le nier, il y a des gens qui vivent, puis qui ne demandent rien à personne, quoi. Parce que ce discours aussi qu'on a aussi dans la campagne, de dire oui, mais c'est des assistés, enfin moi je regrette, il y a des céréaliers de la Beauce qui prennent 800 000 € d'aide PAC tous les ans, on peut parler de qui sont les assistés au bout d'un moment, quoi. Entre des gens qui simplement disent mais laissez-nous tranquilles, quoi. Nous, on vit, on ne demande rien à personne, et puis des gens qui vont tirer la sonnette de la PAC pour faire remplir leur compte en banque. Bon, voilà, il faut aussi replacer dans ce contexte-là, quoi. Replacer dans ce contexte l'argent public que ça implique dans les deux cas. Alors, il y a un exemple quand même historique, il y a un précédent historique qu'on a forcément en tête quand on essaye d'imaginer aujourd'hui quel pourrait être un avenir collectif de gestion collective du foncier de la ZAD, c'est celui du Larzac, du mouvement du Larzac. Alors, je crois qu'on est en ligne avec José Bové. Moi, je suis là, moi, je vous écoute. Bonsoir José, merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes par ordinateur interposé car actuellement en session à Strasbourg, au Parlement européen. Mais on tenait beaucoup à vous avoir avec nous ce soir parce que, évidemment, il y a de nombreux liens historiques, anciens entre le mouvement d'occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et le mouvement du Larzac. Mais peut-être juste pour commencer, José Bové, vous avez sans doute entendu tout à l'heure Nicolas Hulot, donc la conclusion de cette première journée de négociation entre l'État et les occupants de la ZAD. On sent une très grande fermeté dans le discours de l'État. Est-ce que vous soutenez, vous, pour votre part, l'importance de la dimension collective, cette demande collective des habitants de la ZAD pour continuer à pouvoir y habiter et à y travailler? Alors moi j'ai écouté effectivement, d'après ce que j'ai pu récupérer sur Internet, le discours les quelques minutes de Nicolas Hulot, la conférence de presse qu'il a faite avec la préfète, et puis j'ai entendu aussi Marcel Thébault, un des historiques sur place qui faisait partie de la délégation de la ZAD, et qui expliquait lui sa déception à la sortie de la réunion. Ce que je veux dire par rapport à ça déjà d'entrée, c'est que moi j'étais favorable, et comme je dirais tout le monde, tous ceux qui se sont battus contre l'aéroport de Nantes étaient favorables à ce que les discussions reprennent. Et c'est vrai que moi, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je salue ceux qui sont participés à cette réunion, parce que c'est vrai que de toute façon, on en sortira par le dialogue, et c'est la seule solution, et on n'en sortira pas
par un rapport de force militaire, parce qu'on sait très bien que face à une force armée, de toute façon, les armes ne servent à rien et que jamais personne ne gagnera contre ce genre de force par les mêmes moyens. Donc, je pense qu'effectivement, c'était indispensable que cette réunion ait lieu. Alors maintenant, sur le fond, moi, j'ai entendu Sarah, et c'est vrai que j'en ai discuté quand même souvent, y compris avec les gens de la ferme des Sornons, mais aussi, enfin, du lieu des Sornons, aussi avec d'autres agriculteurs historiques, etc., etc. Et la discussion sur une gestion collective du foncier et sur les multi-usages, c'est quelque chose que je partage parce qu'effectivement, c'est cohérent et qu'on ne peut pas dire que telle surface a une vocation unique. Il y a des multi-usages et c'est quelque chose qu'on connaît dans toutes les campagnes. C'est la tradition même de l'agriculture et de l'espace rural d'avoir des multi-usages. Alors les multi-usages ne sont pas forcément ceux de mise en commun tels que l'a décrit Sarah, en utilisant les rotations pour servir tel ou tel projet individuel ou collectif, mais traditionnellement dans les campagnes, un même terrain peut servir à la fois à l'agriculture, aux ramasseurs de champignons, voire aux chasseurs, et souvent ce sont sur les mêmes espaces que les usages se croisent, et donc il faut essayer de réguler évidemment les différents aspects pour qu'il n'y ait pas un usage unique dans l'endroit et qu'on soit simplement des terres à vocation agricole dont on chasse les promeneurs, les ramasseurs de champignons, voire les chasseurs. Donc c'est comme ça que, effectivement, que l'agriculture et le monde rural est organisé. Alors ça, c'est, je dirais, une première réponse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on sort de cette histoire, comment on sort de ce blocage, parce qu'effectivement, ce soir, il faut constater qu'il y a un blocage. Et moi, je voudrais faire un petit rappel, peut-être de droit, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Dès le début, avant qu'on soit, le projet soit abandonné, déjà des réflexions avaient lieu. Et moi, ce que j'ai mis sur la table à ce moment-là, c'est de rappeler le processus dans lequel, comment, en gros, le Larzac est sorti du processus du projet d'extension. Et je dirais qu'il y a un véritable parallèle, pour le coup, sur le processus juridique avec Notre-Dame-des-Landes. Donc la première chose sur laquelle je pense qu'on est tous d'accord, c'est que là, la déclaration d'utilité publique est tombée, qu'on est dans une phase aujourd'hui où personne ne sait qui est propriétaire du foncier, puisque en droit, c'est l'État qui a exproprié l'ensemble des 1600 hectares, c'est l'État aujourd'hui qui est propriétaire, et donc toute la phase dans laquelle on est, c'est déjà la sortie de la propriété de l'État, dans la mesure où il y a des anciens propriétaires qui étaient en lutte contre le projet d'aéroport qui vont récupérer leurs terres puisqu'ils n'avaient pas pris l'argent. L'argent avait été mis à la Caisse des dépôts et consignations et donc ils avaient refusé de toucher cet argent. Ces gens-là vont retrouver leurs terres. Certains propriétaires ont vendu à l'amiable et si ils remettent l'argent sur la table, c'est-à-dire ce qu'ils ont touché, eh bien, ils pourront redevenir propriétaires. Tout ça, c'est dans le code de l'expropriation. Et ensuite, on a le cas du département de Loire-Atlantique qui avait acheté à l'amiable pour le compte de l'État des terres. Et d'après ce que j'ai compris ces derniers jours, le Conseil général de Loire-Atlantique a déposé devant le tribunal une demande de récupérer les terres qu'ils avaient achetées dans le cadre du projet. Donc on a une multiplicité de situations et je dirais on ne sortira pas de cet ambroglio foncier avant 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans en fonction des cas litigieux. Et ça, c'est le domaine du droit de la propriété dans le cadre d'une expropriation. Donc pour savoir demain ce qui pourrait rester pour la construction d'espaces collectifs d'usage en commun, comme le propose Sarah et beaucoup de personnes le proposent, aujourd'hui, on n'est pas en capacité juridiquement d'établir les zones où ça pourra se mettre en place. Ça, c'est un vrai problème de droit de l'expropriation. Et José, est-ce qu'on pourrait
parce qu'il y a toute cette discussion juridique foncière très complexe qui va commencer, qui montre d'ailleurs qu'il y a besoin de temps et que quand bien même la ZAD de nouveau serait évacuée ou subirait une tentative d'évacuation, ça n'empêcherait pas qu'il y aurait besoin de ces mois et de ces mois de travail pour éclaircir les questions de propriété foncière de la ZAD. Mais moi, j'avais aussi envie de vous demander autre chose, c'est-à-dire finalement, vous, en 81, les paysans du Larzac, vous aviez réussi à obtenir de l'État une innovation historique qui était la création d'une société collective de gestion des terres du plateau du Larzac, la SCTL, qui existe toujours aujourd'hui, qui, de la vie générale, fonctionne plutôt assez bien et qui repose sur un système de bail emphytéotique signé avec l'État, qui donc reste propriétaire, mais a délégué quasiment toutes les décisions concernant ce plateau aux paysans qui y vivent. Comment, et c'est ma dernière question, comment expliquez-vous que politiquement, ça a été possible en 81, et puis signé finalement en 84-85, comment ce qui a été possible à cette époque-là est aujourd'hui impossible pour l'État, qui ne cesse de dire depuis des mois, pas de nouveau Larzac, pas de nouveau Larzac? Alors, je crois que, justement, si on rappelle les périodes, c'est pour ça que je viens d'insister sur cette phase juridique compliquée, c'est celle qui a démarré en 81 et qui s'est terminée grosso modo fin 83. À partir du moment où la carte était claire et que sur les 14 000 hectares que l'armée voulait prendre pour agrandir le camp militaire, l'État, au final, est resté propriétaire de 6 300 hectares. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en 84, on a commencé les discussions fin 83, mais en réalité c'est en 84 qu'elles se sont véritablement mises en œuvre et que le bail a été signé en 85, c'est à ce moment-là que la proposition de mise en place d'un bail emphytéotique signé avec une structure, donc la Société civile des terres du Larzac, a pu voir le jour. C'est dans la phase, je dirais, c'est 4 ans après la fin du projet d'extension. Donc, ça veut dire qu'à Notre-Dame-des-Landes, on a une surface moins importante, où on pourra, à mon avis, sortir en 2 ans. Je dirais que c'est au bout du processus de ces 2 ans qu'on saura la réalité du foncier disponible et des zones sur lesquelles ce foncier pourrait être géré par une structure comme celle qu'on a mis en place ou par une autre structure. C'est pas la question aujourd'hui. Mais en attendant, quand nous, en 80, on a gagné, la première discussion qu'on a eue directement à l'époque à Matignon, donc chez le Premier ministre, ça a été la mise en place des conventions d'occupation précaire pour sécuriser tous ceux qui s'étaient battus. Donc d'abord les agriculteurs qui à l'époque ne savaient pas s'ils allaient récupérer leurs biens parce que beaucoup étaient fermiers, donc ils avaient besoin d'une convention pour pouvoir rester sur leurs terres, pour pouvoir avoir les aides, pour pouvoir être inscrits à la mutualité sociale agricole, premier cas de figure. Deuxièmement, pour les squatteurs comme moi, et on était 7 fermes où il y avait des squatteurs, donc des gens qui étaient occupants sans droit ni titre, et là, on a obtenu une convention d'occupation précaire qui nous a ouvert droit, y compris à pouvoir faire des emprunts à la banque pour ceux qui en avaient envie, ou en tout cas de s'inscrire à la mutualité parce qu'effectivement on n'avait pas d'autre choix et qu'on était bien content de pouvoir enfin rentrer là-dedans. Et aussi, on a installé des nouvelles exploitations, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas participé à la lutte, sur des lieux qui étaient vides, qui étaient disponibles et sur lesquels on a décidé collectivement qu'on ferait des nouvelles installations. Ça, on l'a fait avec les conventions d'occupation précaire. Et ce que je veux dire, c'est que on a 2 stades, 2 moments différents. Le premier moment, c'est on permet de conforter les gens, de rassurer les gens avec ces conventions parce que ça permet déjà de s'installer et de voir et de construire l'avenir. Et ensuite, on a 2 ans pour voir effectivement quels sont les lieux qui vont pouvoir servir d'expérimentation collective en fonction de la carte foncière qui va sortir. Et ensuite, on va croiser ça aussi avec d'autres enjeux. Je pense par exemple à l'aménagement foncier, au plan d'urbanisme locaux, parce qu'il y a des zones de forêt qui sont des zones sensibles sur lesquelles effectivement il ne faudrait pas d'habitat. Il y a des zones sur lesquelles on pourrait regrouper aussi des habitats autour de lieux qui avaient voulu être détruits en 2012 ou qui ont été détruits, où on peut créer aussi des hameaux et des formes de vie collective. Mais ça, c'est un débat qui s'inscrit sur la durée. Mais la première chose, c'est de pouvoir s'assurer
collectivement qu'on peut rester sur place et qu'on a des droits. Ce qui n'empêche pas, et je veux vraiment dire ça, c'est que si on s'inscrit individuellement dans ce cadre de celui que dont je viens de parler, ce n'est pas en opposition à la mise en place de structures collectives sur ces lieux. C'est-à-dire qu'on peut être sur une surface donnée, telle parcelle, parce qu'effectivement, il faut les localiser, que ça n'empêche pas que sur le même lieu, 5, 6, 7 personnes posent le même projet et que ces 6 ou 8 personnes, voilà, tout ça est agrafé sur le même lieu. On a une demande collective faite par des individus différents, comme on le fait dans le cadre d'une SCOP ou comme on peut le faire dans le cadre d'un GAEC, d'une SEA et d'une SCIC, peu importe la forme juridique. Mais je crois qu'il faut qu'on défende cette idée-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, pour me battre pour qu'un maximum de gens fassent des démarches, parce que c'est celle qui permet de protéger sur le terrain et surtout de construire l'avenir. Ok, merci beaucoup José Bové. Alors Sarah, bon ben voilà, il y a eu toute une proposition, une analyse historique proposée par José Bové. Comment vous y réagissez? Alors, moi j'entends là ce questionnement, qui n'est pas un questionnement nouveau, hein, sur ce rapport aux fiches individuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, ce que le gouvernement nous demande de faire, c'est de mentir. C'est de proposer un ensemble de projets, de gens individuellement qui seraient investis dans des activités purement agricoles. C'est de faire comme si tout le monde ici était nécessairement productif, parce que ceux qui ne sont pas productifs n'auraient pas le droit de rester. Je regrette, il y a des gens, ils ne sont pas en état de travailler, ça existe partout. Nous, on a des personnes qui sont là pour se ressourcer, qui ne sont pas en état de travailler, et je ne vois pas pourquoi ces gens-là, ils seraient nécessairement exclus pour retourner à la rue sous un pont ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ça fait sens que ces gens-là ils soient avec nous, ça fait sens qu'on soit solidaires. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est clairement de mentir, de ne pas être solidaires les uns des autres, c'est nier complètement les bases même du pourquoi est-ce qu'on a gagné cette lutte. C'est parce qu'on a construit quelque chose sur des bases de l'entraide, sur des bases de la solidarité. Et puis, faut pas se leurrer, quoi, hein. On sait très bien que l'étape d'après, en fait, si on commence à remplir ces fiches individuelles, ça va être le tri. Parce que là, pour le moment, ces fiches individuelles, elles doivent être étudiées au COPIL. Qu'est-ce qu'il y a dans le COPIL? Dans le COPIL, il y a une quantité d'ennemis. Voilà, la Chambre d'agriculture, la FDSEA, les JA, qui sont à des kilomètres de comprendre ce qu'on invente ici et qui ont même plutôt envie de l'écraser parce que ça les dérange. Du coup, aujourd'hui, si on commence à remplir ces fiches individuelles, alors c'est mon humble avis, ce soir, tout le monde va continuer à discuter de ces questions-là. Moi, je pense que si on commence à remplir ces fiches individuelles, c'est leur donner les moyens, encore une fois, de nous trier, et c'est renier les fondamentaux politiques qui justifient, en fait, le fait qu'on a construit cette ZAD, le fait qu'on ait une source d'espoir, et on va s'accrocher. Mais je crois qu'on ne peut pas supporter de continuer à avoir un faux dialogue avec un pistolet sur la tempe qui dit « faites semblant d'être quelqu'un d'autre, comme ça on vous aura le prochain coup ». Bon bah merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler avec nous sur le vif en direct des dernières évolutions des discussions concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.